Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bienvenue Christelle sur le podcast de la grande famille. Je suis honorée de te recevoir aujourd'hui et je suis vraiment très heureuse qu'on puisse écouter ton parcours. C'est un plaisir, Manuela. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un honneur de raconter un petit peu de toutes les choses qu'on a vécues comme fille au père et aussi un petit peu, pourquoi pas, de ma vie. Je fais une petite parenthèse. On a enregistré un épisode avec Christelle en espagnol, puisque Christelle est mexicaine. Elle nous fait l'honneur d'accepter qu'on enregistre un épisode en français. Et pour moi, c'est un vrai plaisir parce que on n'a pas en fonction de la langue que l'on parle, nous n'avons pas la même vision du monde et de la vie. Et donc, de pouvoir écouter quelqu'un en plusieurs langues, c'est découvrir plusieurs facettes de sa personnalité. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter Christelle en français. Est-ce que tu veux bien, Christelle, nous dire d'où tu viens et dans quel contexte tu as grandi? Oui, bien sûr. Bon, je vais me présenter. Je suis Christelle Ortiz. Je suis mexicaine. Je suis de Culiacán, Sinaloa. Sinaloa, c'est une état de mon pays qui est placée au nord. Nord-Est. Je viens d'une famille très traditionnelle, conservative, on peut dire, avec des valeurs, principes. Des principes, des traditions? Des traditions, oui. On a beaucoup de traditions et aussi on est permis de la culture de la campagne parce que mes parents viennent de la campagne, mais ils sont grandis à la cité. Pour raconter un peu de mon enfance, je voudrais dire que c'était plein des activités. J'ai pratiqué du sport comme basketball, le tennis, la natation. Aussi, j'aimais bien de faire de la danse. J'ai commencé à chanter dans un choral. Je sais pas, mes parents, ils aimaient bien que je pratiquais toutes les choses que je voudrais. Si je disais, je voudrais savoir comment être une actrice ou acteur, voilà, ok. Essaye, on va aller à la classe d'actuation, oui, ça se dit comme ça? De théâtre. Oui, tu dois faire, tu dois essayer. Et si tu aimes bien, ok, d'accord, on continue. Sinon, on arrête. Alors, j'aimais bien de faire toutes les choses que j'avais l'intérêt. Et aussi, j'aimais bien passer le temps avec mes grands-parents, avec mes cousins, avec ma famille. J'étais familière. Et c'est vrai que quand on grandit dans une grande famille, tu es l'aîné d'une famille de 3 filles et qu'on a beaucoup de cousins, comme tu l'as vécu quand on est enfant. On a cet esprit de famille et donc je pense que c'est important quand on est fille au père d'avoir cet esprit de famille. Et quand on a grandi dans une grande famille, ça, je pense que ça aide. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Christelle, de tes études et de la carrière que tu as choisi de faire? Ah oui, bien sûr. Ok, d'abord, je voudrais dire une chose que pour moi c'est très important, c'était déterminé pour choisir la carrière que j'ai décidé. C'était que quand j'avais 11 ans, j'ai gagné un concours qui s'appelait le défenseur des droits d'enfance. Et ça m'a permis d'avoir la convivence avec des autres enfants, et parler des problèmes, solutions, programmes, et voilà, toutes les choses autour de l'enfance au Mexique. J'ai gagné au niveau État, comme ça tu peux aller pour faire la convivence, la réunion avec les autres enfants autour du pays. Et comme ça, j'ai décidé d'étudier la politique publique, spécialisée dans les politiques publiques à la petite enfance, avec volontariat, avec le service social, avec des programmes comme Butterfly, comme Fille au père.
et toutes les choses qui enrichissent mon expérience et connaissance avec la politique de la petite enfance. Et donc, tu as continué dans cette voie-là. Et aujourd'hui, tu en fais ton métier. Oui, je suis diplômée en 2020 et j'ai commencé à travailler au ministère de l'Éducation de Sinaloa dans les premiers programmes relationnés aux petites enfances. J'étais là autour de 12 ans. Comme ça, j'ai eu l'opportunité d'être la représentante au niveau État du groupe d'implémentation de la politique publique en petite enfance de Sinaloa. Après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler à la mairie avec des projets à l'éducation, oui, à l'enfance, dans d'autres métiers comme la transparence, la participation des citoyens, pardon, et relationnés à l'enfance, bien sûr, avec les organismes internationaux comme l'ONU, l'Organisation des États américains, plein de choses comme ça, des arrières. Et après, en février de cette année, j'ai eu la chance de travailler au ministère de l'Éducation du Mexique. Et maintenant, c'est ça que je fais. Et je suis dans l'éducation supérieure. Quelle ascension! C'est incroyable de voir la vitesse à laquelle tu as grandi dans cette voie-là, et je pense que ce n'est que le début. C'est hyper enrichissant, et bravo pour avoir cette vision et cette ambition et ce courage, parce que c'est pas facile de toujours donner de la cohérence dans ses décisions et dans son parcours. Et toi, tu as cette volonté et cette mission de vie, je pense, depuis que tu es très petite, et tu persévères, et je crois que dans la vie, il y a que ça qui permet, enfin, pas que ça, mais que la persévérance permet d'aller vers des grandes choses, et en tout cas, tu en es l'exemple, et c'est hyper intéressant à écouter. Avec plaisir, je pense les mêmes. La persévérance, on dit ici au Mexique, soy muy terca. Terca c'est comme, je vais le faire et je vais le faire, n'importe quoi, et on continue. Et surtout que tu as eu des épreuves dans ton chemin qui auraient pu te faire tout arrêter. Avant de partir au pair en France, tu as vécu aux États-Unis et tu as vécu un drame qui t'a obligé à considérer tous tes projets. Oui, c'est vrai. J'ai eu un tumeur cérébral et c'était hyper développé. Et alors, je dois eu une surgerie d'urgence qui m'a positionnée dans une situation très compliquée. Et les docteurs m'ont dit que probablement on peut le réussir ou on peut pas. Ils me disaient que je peux perdre la mémoire, la vision, la mobilité, ou probablement je peux être, je sais pas comment dire exactement, en condition de coma. Ouais. Parce qu'en fait, tu avais une tumeur au cerveau qui a été diagnostiquée alors qu'elle était déjà très avancée. Oui. Et ça a obligé les médecins à t'opérer d'urgence, et ils ne connaissaient pas les probabilités de réussite en fait de l'intervention, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Mais après, ça m'a permis de repenser toutes les choses, de repenser qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, et spécialement de arrêter de penser et dire n'importe quoi, je vais profiter de la vie depuis maintenant. Et si j'ai réussi, bien sûr. Merci à Dieu, tout a été excellemment bien. Les docteurs m'ont dit, tu dois te rappeler comme un miracle parce que j'ai eu rien de problème avant l'opération. Bien sûr, il m'a pris comme 6 mois pour commencer à parler bien, de faire les phrases, pour relire. Oui, commencer à parler avec une structure, avec cohérence. Avec quelqu'un qui t'accompagnait, parce que tu as dû réapprendre à parler et à lire. Tu es reparti de zéro. Oui, quelque chose comme ça. Mon Dieu. Pas zéro, mais oui, c'était bien compliqué. Je sais pas, j'étais un peu frustrée, mais les médecins m'ont dit que je me récupérais
très vite parce que je n'ai eu aucun des problèmes avec la mobilité, avec la vision, avec la mémoire. J'étais hyper bien et c'est pour ça que pendant 6 mois, j'ai récupéré les habilités, oui, j'ai récupéré les capacités pendant 6 mois et les médecins disaient non, mais c'est incroyable, tu es très bien. Depuis tout ça, je me disais, je voudrais, j'aimerais connaître le monde parce que je disais, qu'est-ce qui se passe? Je pensais, qu'est-ce qui se passe si les tumeurs grandissent encore plus? Ou qu'est-ce qui se passe si j'ai une autre intervention chirurgie et j'arrête de marcher ou je perds de la mémoire ou voilà. Et les seules choses que j'aimerais faire, que j'aimais faire, c'était connaître le monde, et spécialement la France. Parce que c'était un rêve. Et je disais, je ne peux pas partir de ce monde sans connaître la France. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'être fille au père. Et c'est incroyable. C'est incroyable d'écouter ce par quoi tu es passé. Et donc, quand tu es arrivée en France pour être fille au père, tu as rejoint une famille qui est une famille extrêmement généreuse et extrêmement aimante, où vous aviez les mêmes qualités, les mêmes valeurs, parce que tu as ça en toi également, et ça, c'était une super expérience pour toi. Oui, exactement. Et après, je crois qu'on va le raconter, mais il y a une recommandation qu'on peut faire pour les filles qui veulent être au père, c'est ça, d'essayer de trouver la famille avec laquelle tu partages les valeurs, tu partages quelque chose que c'est très important, la vision de vie, les mots de vie. Et exactement comme tu disais, la famille avec laquelle j'ai vécu à la France, c'était une famille extraordinaire. C'était une famille très câlineuse. C'était, je crois que tout, sa mode de vie, c'était qu'on profite de la vie, soit gentil, beaucoup d'amour. Je crois que toutes les choses qu'il fait, c'est avec beaucoup d'amour et ça se voit. On peut les regarder facilement. J'ai beaucoup de chance. Et je le partage avec toi également. Tu es quelqu'un de très modeste et avec un parcours assez exceptionnel. Tu as vécu récemment, parallèlement à ta carrière professionnelle, une expérience aussi où tu as été modèle et tu as été élue Miss. T'as passé un concours de beauté au Mexique. Est-ce que tu acceptes de nous raconter cette expérience? Oui, pourquoi pas. C'est vrai, après, j'ai eu l'expérience comme fille au père à la France. J'ai retourné au Mexique pour finir mon carrière. Je finis en 2020. Je travaillais avec les projets de petite enfance, etc. Et après, 2 ans après, je me trouvais à quelqu'un que je ne connaissais pas. J'étais dans un salon et il m'a demandé, ah, pardon, quelle est ta taille? Et je disais comme, ah, n'importe quoi, pourquoi tu me demandes ça? Et après, est-ce que tu parles anglais? Et je disais oui. Et il était une personne que je ne connaissais pas, alors j'étais un peu inquiétée pourquoi il me demandait tout ça. Après, il m'a dit, est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as étudié quelque chose? Et je disais oui, j'ai étudié la politique publique, je travaille pour la petite enfance, voilà. Il m'a dit, est-ce que tu veux concurser au Mexicain Universal? C'est le concours qui te remène à Miss Universe, mais à niveau état. Et je disais, mais non, non, mais pourquoi moi? Je ne sais rien de ça, je n'ai jamais été modèle, voilà. Il m'a dit, non, mais je vais te préparer, et tu peux le faire. Et je disais, mais bon, non, je ne suis pas sûre. Mais il insistait parce qu'il m'a dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu peux faire avec ta projet? J'ai dit, mais non. Il m'a dit, est-ce que tu peux le grandir au niveau national et jusqu'à l'univers? Parce qu'en fait, il existe à Miss Universe un programme qui s'appelle Voice of Change.
Et comme ça, tu peux être comme un ambassadeur d'un projet ou des Nations Unies. Et pour ça, j'ai dit, ok, je crois que je vais le repenser. Et voilà, j'ai dit ok. 2 semaines avant le concours, il m'a donné comme quelques tips ou recommandations. Il m'a montré, il m'a entraîné un petit peu pendant 2 semaines. C'est rien, parce qu'il y a beaucoup de filles qui s'occupent de ça, sauf seulement que ça, pour faire le concours, et voilà. Alors, j'ai participé, j'ai gagné à niveau état. Et après tout ça, je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quel est l'avenir de tout ça. Les choses commençaient à faire un peu compliquées. Il y avait beaucoup de pression parce que je travaillais, j'étais dans une fondation. Et après, je dois appris beaucoup de classes d'expression orale pour marcher correctement, pour faire le maquillage, pour coiffer mes cheveux. Et à la fin, j'ai décidé de renoncer les concours pour les nationales parce que c'est vrai qu'il avait un discours qui disait on a une nouvelle vision, on veut trouver des femmes qui travaillent, qui plus de se maquiller ou faire le maquillage. On a une vision de vie, un projet de vie, voilà. Quelques capacités que c'est pas si populaire maintenant dans la société. Et oui, en part, c'était vrai, mais à la fin, il me demandait plein de choses qui étaient dehors ma personnalité, qui ne me permet pas d'être moi-même. Et je disais, OK, c'est vrai, j'aimerais bien que ma projet grandisse à niveau national et aussi à l'univers, pourquoi pas, et d'être ambassadeur, etc. Oui, c'était vrai, mais ça m'écoute beaucoup parce que je crois que la santé mentale, c'est le plus important autour de toutes les choses. Et très bien avec soi-même, c'est le plus important de toutes les choses. Félicitations. Quel courage il faut pour être en capacité de renoncer et de dire non à une si grande opportunité, parce que j'imagine que ça a dû être déjà un défi pour toi personnellement que de réussir à écouter ton intuition et t'écouter toi-même. C'est jamais facile. Et puis, tu as dû subir beaucoup de pression parce que c'est des enjeux importants. Et en plus, je sais que tu le faisais avec cette vocation et cette conviction de pouvoir porter ton projet de politique de l'enfance à un niveau supérieur. Et donc, ce sont des épreuves fortes que tu as traversées. Et c'est vraiment un honneur pour nous de t'écouter et de ceux qui nous écoutent aussi, de voir par quoi on peut passer. Et tu gardes cette lumière, tu gardes cette envie d'aller au bout de ce que tu veux faire. Et bravo pour ça, Christelle. Oui, merci, Manuela. L'honneur, c'est complètement moi. Et c'est très beau. Il y a une expression en France qui dit une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Et donc, je suis sûre que voilà, le fait que tu aies renoncé à ce concours, ça t'a peut-être aussi ouvert d'autres opportunités. Oui, tu as raison. En fait, j'ai eu la chance, après 2 mois de renoncer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression avec la communauté qui supportait ce projet, avec la coordination, avec beaucoup de personnes. J'ai pris une mauvaise décision, mais après 2 mois, j'ai reçu une très bonne nouvelle. Pendant ce temps, j'ai travaillé un projet à la mairie de transparence et participation citoyenne, tous les principes d'un gouvernement ouvert, parce que j'ai reçu l'opportunité de représenter les projets d'enfance, qui c'était les premiers programmes d'enfance relationnés dans ce thème dans l'association du pays d'Amérique latine. Et alors, pour ça, j'ai reçu l'opportunité de venir au Mexique, de parler aux Nations Unies de ce projet, d'être part d'un programme financier pour un organisme international. Bon, après tout ça, je disais, OK, c'est pas très mal. En fait, c'était une de mes
rêve plus anhelé, je disais comme ça, más anhelados. Oui, c'était un rêve de plus important dans ma vie, d'être à l'ONU ou de participer au moins dans un programme de l'ONU des Nations Unies. J'étais là, je parlais ici avec des personnalités très importantes, pas seulement en Amérique latine, internationalement. Tu as raison avec les phrases que tu as dit avant et je suis très heureuse pour ça. Je reviens à ton expérience en tant que fille au père. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'expérience que tu avais avec les enfants et la relation que tu avais avec eux avant de décider, enfin quand tu es venue pour être au père en France, parce que c'est vrai que tu nous as parlé de ta vocation pour les politiques publiques liées à l'enfance, mais quand tu étais fille au père, c'était très pratique en fait. Tu gardais les enfants dans une autre langue, dans la langue française, dans une famille française. Mais quelle était ton expérience que tu avais pour ça, quand tu es arrivée en France? Depuis que j'étais très petite, j'aimais bien de prendre soin les petites bébés. Et quand j'étais la majeure des 3 sœurs, je prends soin de eux, aussi de mes cousins, mais tout le temps. Et j'étais comme 6 ans et je disais, OK, je vais prendre soin du bébé. Je vais faire le bibi. Et après, ma petite sœur, elle est née quand j'avais 7 ans. Et mes parents travaillaient beaucoup. Alors, parfois, on avait des nounous, mais parfois, ce n'était pas possible alors que je prends soin de ma petite sœur. Et je le faisais avec beaucoup de plaisir. Je l'aimais bien. Personne me disait, OK, prends soin. C'était pas une obligation. C'était un plaisir pour moi. Et je disais, non, mais je vais prendre soin. Non, je sais pas, c'était quelque chose que je sentais me fait bien. Et bon, après, j'ai commencé à d'être comme maîtresse. Oui, j'étais maîtresse d'enfance de 3 à 7 ans, maîtresse anglais. Et pendant que j'étudiais mon carrière, je le faisais tous les samedis. Après tout ça, je faisais beaucoup de volontariat. Quand j'étais plus jeune, dans l'école, j'ai participé comme volontariat dans les maisons pour les orphelinats. Oui, j'étais volontariat quand j'étais comme 16 ans dans les orphelinats et j'aimais bien de leur raconter des histoires, passer temps, de jouer avec les petites, de faire les collectes de vêtements pour les petites. Et je sais pas, j'aimais bien. Ça me fait sentir pleine. Oui, utile et ça donnait du sens à ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que ça t'a appris la vie dans une famille française? Selon moi, et à partir de mon expérience, la famille française que j'ai eue, j'ai appris plein de choses, mais le plus important, c'est que toutes les choses qu'on doit faire ou qu'on va faire, on doit les faire avec amour, avec gentillesse, plaisir et beaucoup de courage. Parce que la mère, avec ma mère d'accueillir, elle était très courageuse. Alors pour moi, ça a été un exemple de vie, de mode de vie, de sa relation avec les enfants, de comment est-ce qu'on doit grandir, éduquer les enfants. J'ai appris que n'importe quelle est ta origine. Par exemple, il y a une phrase qu'on utilise beaucoup à la politique de petite enfance et que ça se dit l'origine c'est pas la destination. Et alors je crois que sa famille m'a montré que c'est vrai, l'origine c'est pas la destination, qu'on a le courage avec effort, avec persévérance, mais tout basé dans l'amour, tout basé en amour et gentillesse. C'est très beau. Je crois beaucoup que être fille au père, c'est aussi ça, c'est aussi être témoin et quand on le fait avec autant d'envie et d'engagement que toi, c'est aussi être témoin d'amour et de paix. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours considéré et ton parcours et ton engagement nous montrent que
en effet, quand on le vit de cette façon-là, on vit des expériences extraordinaires et inoubliables. Je vais le dire toujours, c'était une expérience inoubliable, bien sûr, spécialement parce que j'ai eu la chance de bien choisir. Je veux dire, comme j'ai raconté avant, j'ai eu l'expérience d'être fille au père aux États-Unis. Si bien, c'était une bonne expérience parce que j'ai appris beaucoup de choses de comment c'était les modes de vie, les programmes aussi, comment c'était les préscolaires, et voilà. J'aimais bien la relation que j'ai eue avec les filles, et voilà. Mais pour être honnête, je n'ai eu pas une bonne expérience avec la famille en général, avec les parents parce qu'on ne partageait pas comme sa mode de vie, les valeurs, voilà. Quand je suis arrivée à la France, malgré que j'avais une expérience avant comme ça, j'avais peur de me trouver avec les mêmes situations, mais l'expérience était complètement différente. Parce que d'abord, la coordination avec Butterfly, c'était complètement différent, c'était plus proche, c'était plus gentil. Je sais pas si je ne veux pas dire les Américains sont comme ça ou les Français c'est comme ça, non pas du tout. Et je parlais de mon cas. Quand je suis arrivée à la France, je me sentais très accompagnée. J'ai eu beaucoup de soutien et aussi la famille parce que j'ai trouvé beaucoup d'empathie. On a eu très bonne communication tout le temps. Nous étions bien connectés, je peux dire, comme ça. Je crois que cette expérience était très enrichissante, professionnelle, mais particulièrement personnellement. C'est quoi pour toi, Christelle, la culture française? Ça me ressemble comme profit de la vie. Je sais pas exactement, mais quand j'étais là, je sentir tout va être bien, on doit profiter la campagne, on doit profiter les bons pains, les repas. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Ils sont très gais tout le temps, ils felices, ils sont très heureux. J'aime bien comme vous voyez la vie. Comment on voit la vie. On a de la chance d'entendre ça parce que parfois on entend souvent que les Français sont jamais contents, qu'ils sont grincheux, qu'ils se plaignent et qu'ils ne savent pas la chance qu'ils ont de vivre dans un si beau pays. Donc je suis contente quand j'entends que toi, les souvenirs que tu as de la France et de la culture française, c'est notre joie de vivre. Bon, je crois que j'ai eu de la chance parce que tous les pays, il existe des personnes qui ne sont pas heureuses. Dans tous les pays, je crois qu'il existe de bonnes personnes et spécialement à la France, j'ai eu une très bonne expérience. Et c'est l'impression que j'ai les Françaises, je ne vais dire le contraire. Et je pense aussi que ça vient de la façon dont tu l'as vécu parce que tu aimes la musique, tu aimes l'art, tu aimes la culture et je pense que voilà, je sais que tu aimais vivre les choses à travers aussi la culture musicale de la France. Donc, je pense que ça aide ça aussi. Oui, ça peut influencer beaucoup. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil pour une famille qui veut accueillir une au pair chez eux? Pour une famille, je crois que c'était important de maintenir la communication. Autant pour une famille et pour une fille qui veut être au pair, je veux dire les mêmes recommandations, les mêmes conseils. C'est de maintenir la bonne communication, de faire toutes les questions, de demander toutes les choses qu'on pense, malgré on dit sont insignificantes. La religion, la culture, les traditions, en fait, je peux dire les repas. Les repas, ils sont une chose importante. Par exemple, quand je suis arrivée, j'ai vu que les petits déjeuners, c'était un pain, une baguette et café. Quelque chose comme ça. Et j'étais bien habituée de manger mon plat de œufs avec des autres choses. Tortillas, frijoles. C'était une petit déjeuner très grosse pour
quand je suis arrivée, je disais, mais comment est-ce que je vais le faire? Mais c'était pas un grave problème parce que la famille m'ont dit, si tu as besoin de manger quelque autre chose, ou si tu voudrais, voilà, n'importe quoi, quelque chose que tu as besoin, dis-nous et on peut le faire. Mais à la fin, je disais, mais je voudrais essayer de vécu vraiment comme un Français. Pourquoi pas? Et finalement, j'aimais bien. Maintenant, je bois du café. Quelquefois, je mange une autre chose, quelquefois rien. Alors, j'ai pris beaucoup des habitudes, je crois, comme les Français, que maintenant je dis, j'aime plus que les habitudes que j'avais avant. Pour continuer avec la recommandation, je n'ai beaucoup de choses à dire. Uniquement de maintenir la communication et d'essayer de trouver quelqu'un qui a la vision de vie qu'on a. Merci infiniment, mille gracias, Christelle. C'était passionnant de t'écouter et je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.